Bonsoir à tous, bienvenue. Nous avons à Genève une justice et une police qui sont à notre écoute. Depuis hier, l'onde de choc se propage dans la République. Des conversations entre des avocats ont été écoutées illégalement. Les avocats de Genève sont accablés. Il paraît totalement invraisemblable que la police ait agi seule à l'insu du ministère public. C'est pourtant la thèse de la procureure Babel Cazut. Le poisson pourrit par la tête. Cette procureure, elle n'a pas fait les choses toute seule. Du nouveau, dans le scandale des écoutes, une procédure pénale a bien été ouverte par Olivier Jornaud. Mais certains regrettent qu'elle ne soit pas confiée à un procureur extérieur au canton, alors que les soupçons visent directement le ministère public. Nouveau développement dans l'affaire des écoutes. Le ministère public fait appel à un procureur extraordinaire. Nous apprenons aujourd'hui son nom. Le procureur général neuchâtelois, Pierre Aubert, a été désigné par le président du Conseil supérieur de la magistrature. C'est la première fois que ce processus est enclenché à Genève. Un an après, où en est la procédure? Qui savait quoi? Qui est responsable? Quelle est l'ampleur de la dérive? Nous nous sommes procuré le dossier pénal du procureur extraordinaire Pierre Aubert. Notre enquête le remonte pièce après pièce. Le magistrat de Neuchâtel est chargé de tirer au clair cette affaire et de déterminer si le ministère public et la police ont abusé de leur autorité. Pourquoi de très nombreuses conversations d'avocats, dont la loi protège le secret le plus absolu, ont-elles été écoutées et retranscrites illégalement? Preuves, interrogatoires, e-mails, jugements, analyse des DVD d'écoute. Les documents rassemblés dans ces 4 classeurs jettent une lumière sombre sur la conduite de ce dossier. Son contenu gêne au plus haut niveau des institutions depuis plus d'1 an. Ouais, Jean-Michel. Ouais. Ouais. Ça va, tu m'as appelé? Vendredi à 11h30, Une semaine après l'éclatement de l'affaire, le procureur général Olivier Jornaud mandate l'IGS, la police des polices, pour une enquête préliminaire. Elle identifie 3 inspecteurs de la brigade financière, potentiellement impliqués dans ces écoutes. Le 16 février 2023, 3 mois plus tard, audition des 3 inspecteurs. Le chef de brigade est entendu le premier. Il se souvient d'avoir procédé à des écoutes, mais n'a aucun souvenir d'avoir écouté des conversations d'avocats. Je n'ai pas souvenir que le nom d'un avocat ressortait dans ces conversations ou que j'ai pu identifier un avocat. Rien ne m'y laissait penser. J'aurais arrêté d'écouter et j'aurais demandé à la procureure ce qu'il fallait faire. Pour le reste, aucun souvenir. Le même jour, un 2e inspecteur de la brigade est auditionné par l'IGS. Il dit ne pas se souvenir d'avoir procédé à des écoutes dans le cadre de cette affaire. En fait, il ne se souvient de rien. C'est ce qu'il dira durant tout l'interrogatoire. Le lendemain, le 3e inspecteur est interrogé par l'IGS. Il s'agit d'un stagiaire. Il assure n'avoir jamais rien écouté dans aucun dossier à l'époque des faits. En résumé, 2 inspecteurs bottent en touche et disent ne se souvenir de rien. Le 3e n'était semble-t-il pas affecté à ce genre de mission. L'IGS considère dès lors que seuls les DVD de données pourraient livrer la vérité. Qui a écouté quoi? Qui a retranscrit quoi? Sans explorer ces DVD, l'IGS délivre la marche à suivre au ministère public et indique où et comment chercher ces informations capitales pour l'enquête. Aucune suite n'est donnée. Contrairement au procureur général et au procureur extraordinaire, les avocats des promoteurs, eux, se plongent dans cette matière et font des découvertes intéressantes. Ces DVD contiennent des dizaines de milliers de données d'écoute, classées rigoureusement. Donc nous, notre travail, ça a été de rentrer dans le cœur du sujet, dans ces données-là, pour essayer d'aller retrouver déjà quels sont les numéros qui ont été écoutés, quels sont les numéros qui étaient destinataires des appels des numéros écoutés, savoir ce qui a été retranscrit, cas échéant, de ces données. La méthodologie qui nous a été donnée par l'IGS dans son rapport nous permet, pour chaque note manuscrite, d'identifier dans les fichiers système qui sont liés la personne, l'inspecteur ayant rédigé le document. On est parvenu à retrouver les matricules des inspecteurs
qui ont écouté, mais également ceux qui ont procédé à la retranscription des écoutes entre le client et son avocat. Les matricules sont ceux des 2 inspecteurs ayant perdu la mémoire devant l'IGS. Ils ne pouvaient pas ignorer. Dans la loi, l'article 271 du Code de procédure pénale interdit toute écoute de conversation protégée par le secret professionnel. La loi est complétée par une directive interne à la police. Si, lors d'une mesure de surveillance téléphonique, surgit une telle conversation, la surveillance doit être immédiatement suspendue. Cela signifie que dans ce contexte, une conversation téléphonique ne doit pas être écoutée et que des données rétroactives ne peuvent pas être utilisées. Les inspecteurs ont-ils oublié qu'ils écoutaient illégalement et sans aucune interruption plusieurs centaines de conversations téléphoniques d'avocats, identifiées comme telles, parfois même depuis la ligne fixe de l'étude? Les inspecteurs n'ont-ils aucun souvenir des 34 retranscriptions illicites qui portent le matricule des 2 policiers, où figurent les mots avocat ainsi que leur nom, noir sur blanc? Lorsque vous entendez, que vous écoutez des prévenus parler avec leur avocat dans ce type d'affaire-là, qui est une affaire d'envergure, les mesures qui ont été mises en place à l'époque ne sont pas des mesures anodines. Vous n'écoutez pas pendant 3 mois des milliers de conversations dans tous les dossiers. Ça marque. Alors je peux vous assurer que lorsque vous avez participé à ces investigations, vous en souvenez. La justice et la police, qui sont bras armés, se moquent du monde, purement et simplement. C'est un scandale absolu. Et on vient nous dire aujourd'hui que la mémoire est défaillante, que tout ça est ancien. Alors évidemment, ça pourrait prêter à rire, mais personnellement, ça ne me fait pas rire du tout, parce que ça montre quand même des institutions dont les fonctionnements sont clairement dévoyés, et des institutions bien malades. Ouais. Revenons à l'interrogatoire des inspecteurs. Devant l'IGS, l'un d'eux évoque la procureure Caroline Babel-Cazut. C'est la procureure qui dirige le dossier visé par ce problème des écoutes. L'affaire des promoteurs, soupçonnée d'être au cœur d'une vaste escroquerie immobilière. Une affaire importante et un procès XXL au Palladium pour accueillir tous les plaignants à l'audience de jugement. Les 2 accusés contestent toujours avoir commis une infraction, mais ont reconnu devoir rembourser les lésés à hauteur de 30 millions de francs. Mais le procès est suspendu depuis le 7 novembre 2022, jour où éclate le scandale des écoutes. La justice veut faire la lumière sur cette affaire avant de poursuivre les débats. Le 24 novembre 2022, Caroline Babel-Cazut, mise en cause par les avocats de la défense, affirme dans une déclaration n'avoir jamais été associée à ces écoutes illégales et renvoie la responsabilité à la police. Je n'ai pas été informée que des conversations couvertes par le secret professionnel avaient été écoutées et encore moins retranscrites avant le 4 novembre 2022. Une déclaration battue en brèche par l'inspecteur chef de brigade. Devant l'IGS, il affirme qu'elle est au courant dès le départ, soit en 2014. Elle était très impliquée dans le dossier, j'étais en permanence en contact avec elle. Lorsque nous avons identifié le fait que certaines conversations pouvaient être entre le prévenu et son avocat, nous avons évidemment prévenu la procureure. En aucun cas nous ne l'aurions gardé pour nous. Je ne vois pas pourquoi nous aurions agi de la sorte. Et ce n'est pas le seul élément qui incrimine la procureure. Dans ce rapport de police daté du 11 juin 2014, l'inspecteur-chef écrit « Suite au téléphone de ce jour avec la magistrate, fiche verte en retour suite au peu de pertinence des conversations, notamment celles qui ne revêtent d'aucun secret professionnel. » L'IGS soumet ce document à l'inspecteur. Qu'en pense-t-il ? Nous avions connaissance que ces conversations étaient liées à des personnes avec un secret professionnel. Je comprends que la magistrate avait été mise au courant de cela par nous. Elle avait été avisée que des conversations avocat-client existaient. Ça paraît tellement improbable que vous demandez d'écouter des gens, mais qu'ensuite vous ne voulez absolument pas savoir ce qu'ils se sont dit. Ça confirme que la magistrate était au courant de l'existence de conversations soumises au secret professionnel et écoutées durant de nombreux mois par les inspecteurs en charge de l'enquête. Mais ce n'est pas tout. Dans son enquête préliminaire, Olivier Jornaud ordonne la perquisition de la boîte e-mail de la procureure Babel-Cazut. Elle s'y oppose. Un tribunal est amené à trancher sur cette question, le tribunal des mesures de contrainte. La juridiction identifie 15 courriels utiles à l'enquête en lien avec la problématique des écoutes au sens large.
Mais la procureure maintient son opposition sur 7 courriels. Motif ? Il ne concerne pas les écoutes effectuées en 2014, mais d'autres écoutes ordonnées en 2016. Selon elle, ces mails n'ont rien à voir avec l'enquête en cours. Le tribunal insiste et rappelle que ces 7 courriels peuvent être utiles à l'affaire des écoutes. Les pièces ne seront jamais versées au dossier, Olivier Jornaud ne s'étant pas opposé à la demande de sa procureure. Ces courriels, personne n'en connaît la teneur, si ce n'est qu'ils concernent d'autres écoutes problématiques ordonnées entre 2016 et 2017 dans le cadre de la même affaire. Les avocats exigent que ces mails soient publiés. Donc d'un côté, on vous dit je n'ai rien à me reprocher, et puis de l'autre, lorsque vous avez des échanges de courriels qui pourraient le prouver, eh bien vous dites je ne veux pas qu'ils soient versés à la procédure. Moi, j'interprète ça, je pense comme beaucoup de gens, c'est que s'il n'y a vraiment rien à cacher, eh bien vous les produisez et vous en êtes même heureux. Ce que nous soutenons depuis le début, c'est que durant cette deuxième période d'écoute, il y a aussi des écoutes qui concernaient les avocats. Et que donc cela signifierait tout simplement une récidive du procédé et non pas un acte isolé commis en 2014. En revanche, 8 courriels sur les 15 saisis sont effectivement versés au dossier et il ne manque pas de surprendre. Il prouve que la procureure a menti. Elle savait que des écoutes de conversations téléphoniques d'avocats avaient eu lieu et avaient été gravées sur DVD. Pire, les mails montrent qu'elle met plus de 3 ans avant de s'émouvoir de l'existence de ces données illicites et cherche par tous les moyens à les faire supprimer des DVD. Voici le contenu de ces fameux emails. En novembre 2017, sur ordre de la procureure, un inspecteur de police demande à la brigade scientifique que certaines données d'écoute soient supprimées des DVD. La forensique lui répond le 15 novembre 2017 à 16h38. C'est difficilement possible. J'ai mis plus de 4 heures pour rapatrier 1000 données. Votre cible comporte 46 432 séquences. L'inspecteur transmet ce courriel à la procureure le même jour à 17h11. Bonjour Madame la procureure, ça se complique. Presque 2 ans plus tard, le 8 février 2019 à 15h40, la procureure écrit. Le 6 février 2019, je vous ai fait parvenir par courrier interne un mandat d'acte d'enquête pour localiser les archives des écoutes téléphoniques de 2014 et détruire les communications entre les cibles et leurs avocats respectifs. 15h48. Nous ne pouvons pas détruire quoi que ce soit au niveau police. 15h59. Comment faut-il que je procède pour obtenir ces destructions ? 2 jours plus tard, 11 février 2019, 9h37. Les DVD sont chez le juge depuis décembre 2018. Je doute qu'on puisse encore supprimer des conversations. Le surlendemain, 13 février 2019, 11h34. Malheureusement, je me vois contrainte de vous déranger une fois encore pour ces écoutes téléphoniques. J'ai pris l'initiative de demander que les DVD soient restitués à vos services. Sans être une experte informatique, j'ai connaissance que les données gravées sur un DVD ne sont pas modifiables. En revanche, il est toujours possible de les extraire ou copier sur un support qui permet leur modification, de les modifier et de les graver sur un nouveau DVD. Il est donc possible d'exécuter ce que j'ai demandé. 13h47. Nous attendons le retour des DVD et nous verrons ce qui peut être fait. Une semaine après, 20 février 2019, 7h46. Bonjour Madame la procureure, j'ai reçu les DVD en retour de la part du juge. Je vais donc essayer d'en faire des copies en enlevant les conversations avec les avocats. 10h37. Cela implique d'ouvrir tous les fichiers un par un, ce qui est tout à fait infaisable. Il n'existe pas d'outil automatisé permettant de faire cela, mais il n'est pas impossible de tenter de créer cet outil. Je peux faire une demande en ce sens, le travail serait facturé à l'heure et le résultat incertain. Ces conversations nourries ne démontreraient-elles pas la bonne foi de la procureure, qui a tenté par tous les moyens de préserver le secret d'avocat, comme elle l'affirme dans sa défense? Je n'ai jamais agi dans le dessein de nuire aux plaignants. Au contraire, comme en attestent mes demandes réitérées de destruction des enregistrements soumis au secret professionnel. C'était une possibilité d'écarter du dossier définitivement ces éléments de preuve, et j'allais vous dire, s'il avait été donné une suite favorable à l'effacement de ces éléments, nous n'aurions jamais pu démontrer que les avocats avaient été écoutés et il n'y aurait jamais eu d'ouverture d'enquête à ce sujet. Moi, je suis un adepte du bon sens. Si c'était véritablement des démarches qui visaient à préserver le secret de l'avocat, pourquoi s'en cacher en 2022? On vous dit « je l'apprends en 2022 ». Et lorsque vous retrouvez des éléments qui permettent de dire « non, en 2017, déjà vous étiez au courant », on dit « oui, mais c'est la démonstration que je voulais à tout prix préserver le secret ».
Vous en tirerez l'interprétation que vous souhaitez. Moi, la mienne, en ce qui me concerne, elle est faite. Face à toutes ces contradictions, quelle est donc vraiment la responsabilité de la procureure? Elle n'a depuis le début de l'affaire répondu à aucune question et subi aucun interrogatoire. Un traitement de faveur, dénoncent les avocats. C'est absolument insupportable au plan de la justice. C'est insupportable que lorsqu'une plainte pénale est déposée contre un magistrat, qu'on lui envoie la plainte pénale pour qu'il se détermine. Si vous ou moi sommes l'objet d'une plainte pénale, vous pensez qu'on va nous traiter de cette manière-là? Jamais. On va nous convoquer ou venir nous chercher. Elle nous dit « je ne savais pas, j'ai rien fait », alors que les policiers disent « mais non, c'est elle qui l'a fait, elle l'a ordonné, elle suivait tout de très près ». Je dis « ça pourrait ressembler à un mauvais vaudeville ». Et on se retrouve dans une situation encore plus abâtardissante avec un procureur qui, lui, vient mettre une chape ou tente de mettre une chape de plomb en étouffant l'affaire. Quel est le rôle du procureur extraordinaire Pierre Aubert dans cette affaire? Depuis Neuchâtel, il est responsable de l'enquête externe et indépendante sur ce scandale. À Genève, la nomination d'un procureur extraordinaire est une première historique. Or, depuis sa nomination il y a une année, Pierre Aubert n'a rien entrepris, n'a interrogé personne, n'a ordonné aucune enquête complémentaire et n'a pas cherché à étoffer le dossier préliminaire conduit d'abord par Olivier Jornaud. Pourquoi ce manque de curiosité? Avant son élection comme procureur extraordinaire, les Mains Bleues lui demandaient quelles étaient ses motivations pour ce poste. Sa réponse laisse pantois. J'ai cru comprendre que cela rendait service à mon collègue de Genève que je postule, et je l'ai donc fait. Résumons. Le secret d'avocat foulé aux pieds, attesté par des centaines d'écoutes et 34 transcriptions illicites. Les matricules des policiers responsables identifiés sur les DVD, une récidive potentielle entre 2016 et 2017, des inspecteurs qui affirment que la procureure était au courant, documents à l'appui, les mensonges de Caroline Babel-Cazut, les échanges e-mails qui montrent que la magistrate a tenté par tous les moyens de supprimer des DVD déjà gravés, enfin, des courriels écartés de la procédure avec l'assentiment d'Olivier Jornaud. Malgré la pile de preuves qui figurent au dossier, le 9 janvier 2024, le procureur extraordinaire rédige cette lettre à l'attention des parties. Le ministère public estime que l'enquête arrive à son terme et envisage de rendre une ordonnance de classement. Sollicité, Pierre Aubert a décliné notre demande d'interview. Il indique que le ministère public doit encore décider s'il maintient son intention de classer à la lumière de ces éléments. Une réflexion qui n'a pas à se faire en public, précise-t-il. Caroline Babel-Cazut répond par l'intermédiaire de son avocat, Pierre-Damien Egli. Au vu des procédures en cours et de son devoir de réserve, Madame Caroline Babel-Cazut n'entend pas participer à un procès médiatique. Elle collabore pleinement et sereinement avec les autorités compétentes et conteste fermement avoir agi de manière répréhensible. Tous les protagonistes sont présumés innocents.